Je n'ai jamais été musulman, j'ai toujours été chrétien. Mon père était chrétien, ma mère chrétienne. C'est ça la vérité. En assumant ma foi chrétienne, je n'ai pas non plus haï les musulmans. J'ai des amis musulmans, des frères musulmans, surtout Soul qui est avec moi. Vous pouvez voir par son front le nombre de fois qu'il prie par jour. C'est un musulman, mais nous avons, nous, vécu dans une Côte d'Ivoire où on ne demandait même pas aux voisins quel était son village, son ethnie. On ne savait même pas. On avait une Côte d'Ivoire de diversité riche de sa culture, de ses traditions, de ses coutumes. C'est cette Côte d'Ivoire que nous voulons. Cette Côte d'Ivoire où, avant de vous dire bonjour, qu'on ne vous demande pas votre village. Pourquoi? Nous devons être d'abord ivoiriens. C'est ce que nous avons voulu, c'est pourquoi, quand nous avons engagé la lutte pour l'égalité des citoyens dans ce pays, un combat qui n'a pas été simple, parce qu'il fallait prendre des risques, nous les avons pris. Et quand on nous a demandé d'aller faire le dialogue, nous avons accepté le dialogue. C'est Oufoué qui disait que le dialogue était l'arme des forts. Moi je dis, il faut être courageux pour faire le dialogue. Parce que, après les différentes négociations, je me souviens encore comme si c'était hier, de retour de New York, j'étais venu assister aux assemblées générales des Nations Unies, en chemin pour Bouaké, quand le président Compaoré m'a appelé pour me dire que l'ancien président Laurent Gbagbo lui avait envoyé un émissaire au motif qu'il voulait discuter avec moi. J'étais du reste surpris. Le président Compaoré est vivant, j'ai dit son nom. Ceux qui le connaissent pourront vérifier. J'étais à Paris quand il m'a appelé au téléphone pour me dire qu'on voulait discuter avec moi. Je lui ai dit, Monsieur le Président, vous savez, je ne suis pas convaincu de la sincérité de cette offre de dialogue. Mais si vous me le demandez, je viendrai au dialogue. J'ai pris mon avion, je suis venu à Ouagadougou. Le président Compaoré m'a reçu et il m'a dit, le président Gbagbo m'a envoyé un émissaire pour dire qu'il veut un dialogue direct. Je lui ai dit, mais Monsieur le Président, si tous les autres accords n'ont pas été respectés, qu'est-ce qui prouve qu'un accord de plus le sera? Il m'a dit justement, c'est justement la raison pour laquelle il faut dialoguer. J'ai accepté et je suis allé. Je lui ai dit, Monsieur le Président, donnez-moi quelques semaines, le temps que j'en parle à mes amis, parce que je ne suis pas seul, pour qu'on se mette d'accord. Je suis allé à Bouaké. J'ai réuni mes amis. Tous étaient contre. J'étais dans une posture bien difficile, voyant l'intérêt de discuter, mais en même temps, n'arrivant pas à convaincre et à faire adhérer à cette position mes amis les plus proches. La deuxième réunion, je leur ai dit, bon, moi, j'ai décidé d'aller faire le dialogue direct. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi,
je rends ma démission et puis je pars. Parce qu'un leader doit savoir prendre ses responsabilités. Un leader doit décider. Si je ne suis pas soutenu, si je n'arrive pas à convaincre, si on ne croit plus en moi, je m'en vais. Et ce n'est pas pour autant que je vais mourir. Ils m'ont dit, monsieur le secrétaire général, nous allons vous suivre, mais à vos risques et périls. Et j'ai vu ce que ça voulait dire, les risques et périls. Je suis allé au dialogue direct. Certains de mon propre camp sont passés même ici à New York pour dire que Guillaume avait trahi. Et bien d'entre vous, dans vos salons, avaient disserté sur ma trahison supposée. Mais j'ai dit, ben, vous savez, c'est le résultat qui compte parce qu'on peut être un bon traître aussi. Donc moi, si on dit que moi, l'important pour moi était de prouver ma bonne foi dans le sens de la paix. Personne ne souhaite que son pays soit en lambeaux. On ne peut pas dire qu'on aime son pays et puis tirer la balle de trop. Donc quand on a l'opportunité de discuter, de faire la paix, de faire l'économie de vies humaines, il n'y a pas à hésiter. Je suis allé au dialogue direct. On a signé un accord. On devait appliquer l'accord. L'accord était simple. Il fallait faire des élections. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait avec toutes les difficultés, les incompréhensions, les injures, les colibés, de part et d'autre d'ailleurs. C'est vrai, aujourd'hui, il y a beaucoup de militants du RHDP qui m'aiment, mais ils m'ont insulté hier, bravement. Mais ainsi va la vie, c'est ça aussi le cheminement d'un homme politique. Et il fallait faire cette élection. Monsieur l'ambassadeur, vous étiez avec moi hier, et j'ai expliqué aux parlementaires, parce qu'on a intoxiqué, désinformé les gens, en faisant croire que c'est les Nations Unies qui sont venues s'immiscer dans nos affaires. Ce n'est pas vrai. C'est à Pretoria, avec Mbeki, que nous tous, à l'époque, on nous appelait les 5 grands. Il y avait Seydou Diarra, Bédié, Alassane Ouattara, moi-même, dans la discussion, et Mbeki, à Pretoria. On devait faire la commission électorale indépendante. Et dites-le, le FPI était opposé à ce que les forces nouvelles soient à la commission électorale indépendante. Donc j'ai dit, bon, si c'est ça, nous, si on n'est pas dans la commission électorale indépendante, on ne fait pas confiance aux élections. Donc nous, on ne désarme pas, c'est terminé, on arrête. Et pour sauver la situation, Mbeki a dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Je lui ai dit que si moi je n'étais pas dans la commission électorale indépendante, alors je veux que les Nations Unies viennent faire les élections en Côte d'Ivoire. Il a dit, c'est une idée intéressante, je vais poser la question à Kofi Annan. Quand il a dit ça, Gbagbo a dit, non, 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 c'est pas la peine, mais Guillaume, tu veux être à la CEI? J'ai dit, mais c'est ce qu'on demande depuis. Il dit, vous voulez être représenté à combien? J'ai dit, nous voulons être représentés comme tous les autres. Il dit, mais bon, vous pouvez rentrer. Voilà comment nous avons été dans la CEI. Parce que peut-être, entre deux mots, fallait-il choisir le moindre. Entre deux périls, fallait-il choisir le moindre, je n'en sais rien. Mais toujours est-il que Mbeki, qui était déjà lancé, avait appelé Kofi Annan
Et nous avons décidé ce jour-là que les Nations Unies devaient s'impliquer fortement dans le processus électoral pour s'assurer que les élections seraient crédibles et démocratiques. Et nous avons même décidé de nommer un haut représentant chargé des élections. C'est au sortir de cette réunion que les Nations Unies ont désigné M. Gerard Stoudman, si vous vous en souvenez, un Suisse, pour être le haut représentant aux élections en Côte d'Ivoire. Donc d'où vient-il que les Nations Unies se sont imposées? C'est nous-mêmes on a signé dans un accord pour dire qu'ils n'ont qu'à venir regarder nos élections. Et puis de toute façon, pourquoi avoir peur des Nations Unies si on veut être transparent? Voilà comment ça s'est passé. Et je suis très heureux parce que les Nations Unies nous ont aidés par le mandat de la certification. L'élection s'est déroulée dans de très bonnes conditions. Pour la première fois et de façon historique, et l'histoire de notre pays retiendra ça. 86% des Ivoiriens du corps électoral se sont déplacés dans les urnes. Moi, j'ai voté à Bassam. Quand j'arrivais à Bassam, j'ai vu le nombre impressionnant d'Ivoiriens sortis. Ce jour-là, j'ai été fier de mon pays. J'ai été fier de la maturité des Ivoiriens. Parce que ce qui est en cause en Côte d'Ivoire, ce n'est pas les Ivoiriens entre eux. Ce n'est pas la maturité des Ivoiriens. C'est le manque de leadership. C'est ça la vérité. Ils sont allés à notre appel. Ils ont voté. 86% au premier tour. 81% au second tour. Les Ivoiriens ont montré au reste de l'Afrique qu'ils voulaient tourner la page difficile de notre pays et qu'ils voulaient renouer avec la paix. C'est pourquoi j'ai été déchiré particulièrement de voir que notre leadership n'a pas été à la hauteur de cette belle mobilisation et de ce grand sacrifice du peuple de Côte d'Ivoire. Comment, après un tel taux de participation, on peut refuser de reconnaître le résultat de ces élections? Je n'ai jamais compris. Et c'est pourquoi, quand le 28 novembre, j'ai vu que notre pays dérapait et que l'ancien président, avec ses actes honteux à la télévision, en train de déchirer des procès-verbaux de résultats, j'ai été meurtri. C'était une journée très dure pour moi, parce que j'avais consacré toute l'énergie, toute la force, la concentration. On ne dormait pas. On y avait tout mis. On avait tout fait pour que les Ivoiriens, l'Afrique, soient fiers de cette élection. Et je crois qu'on n'a pas failli dans l'organisation de l'élection. Mais après, quand vous avez un leadership qui n'est pas à la hauteur de vos efforts, qu'est-ce que vous pouvez y faire? Quand après, Gbagbo n'a pas accepté les résultats. Parce que la réalité des urnes, elle est certes terrible, mais c'est les urnes. On peut perdre, on peut gagner, on peut perdre à nouveau, gagner après. Mais a-t-on le droit, parce qu'on a perdu, de tuer des Ivoiriens? J'étais récemment à Abidjan où j'ai reçu l'association des maires. À ma gauche était assis l'ancien président Nissofor Soglo. Il y a une vie après la présidence. Évidemment, il était à ma gauche. Il n'est pas mort. Malheureusement, nous avons baigné dans cette crise. Certains m'ont reproché pour dire, mais M. Soro, vous avez organisé l'élection, vous auriez dû vous en arrêter là et puis partir. Mais ma responsabilité
était quand même de dire aux Ivoiriens, en tant que Premier ministre, qui a gagné l'élection, je ne pouvais pas par l'acheter mes terres et voir le pays, parce que je n'ai pas pu dire qui a gagné l'élection, aller dans une guerre civile. Je me le serais reproché, mais c'est toute ma descendance qui aurait porté ce fardeau-là. Et ça, je ne pouvais pas l'accepter. Et c'est pourquoi j'ai dit haut et fort, et je l'ai dit publiquement, que c'est M. Alassane qui a gagné les élections. Et je peux vous dire dans les yeux, que si c'était Bédié qui avait gagné les élections, je l'aurais dit. Si c'était Gbagbo qui avait gagné les élections, je l'aurais dit, quoi que ça me coûte. Mais là, c'est Alassane qui a gagné. Je ne peux pas faire autrement. Donc, en Côte d'Ivoire, il faut le savoir, ceux qui encore à l'extérieur continuent de raconter des choses. Cette élection est passée. Au lieu de parler de l'élection de 2010, qu'ils se préparent pour 2015. Ils peuvent être candidats. Et là, ils peuvent gagner. S'ils gagnent, mais on va dire qu'ils ont gagné et puis ils vont nous commander. Donc, où est le problème? Donc, laissons 2010, c'est fini. Maintenant, préparez-vous pour aller aux élections de 2015. Et c'est ça que je suis venu expliquer au secrétariat général des Nations Unies. Mais en même temps, je vous le dis, chers frères, nous avons, après la crise post-électorale, avec son cortège de morts, parce que je vois les impatiences des Ivoiriens, mais il y a seulement encore 1 an et demi, les Kalachnikovs tonnaient à Abidjan. Et c'est quand, après le 11 avril, où Gbagbo a été arrêté, que nous avons pris le pouvoir, nous avons commencé à travailler pour mettre en place les institutions rapidement, parce que la Côte d'Ivoire était bloquée. Ni banque, les ports sous embargo, tout était bloqué. Il n'y avait plus rien, plus de commissariat, plus de camps militaires. Et c'est en 6 mois que nous avons travaillé sans relâche. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, vous avez encore à nouveau la police, la gendarmerie, l'armée qui est en cours de restructuration. Je ne dis pas que tout est parfait, parce que de toute façon, c'est un processus. Mais beaucoup a été fait. Et le président de la République, très peu lui apprendront les arcanes économiques, s'est mis au travail et les résultats sont là. Et c'est maintenant que les Ivoiriens vont commencer à noter les effets positifs de cette relance économique. Cette année, le FMI annonce un taux de croissance de 8,6%. Mais quand on dit à la population, ils disent, bon, c'est des chiffres. Oui, mais il faut d'abord des chiffres qui vont après se traduire en effet concret. Parce que si vous n'avez même pas de chiffres, vous n'aurez rien. Donc, il faut que les Ivoiriens gardent cet espoir-là. Existé depuis la nuit des temps, mais les peuples doivent savoir garder le cap et ne pas se laisser embarquer dans la manipulation, le mensonge. Aujourd'hui, ce que nous voulons pour la Côte d'Ivoire, c'est la paix, c'est la réconciliation. Arrêtons de nous regarder en chien de faïence. On demande aux uns aux autres de se redonner la main pour qu'on reconstruise notre pays. Voici le message que j'ai donné aux Américains, aux sénateurs, aux Nations Unies. Ils m'ont dit, mais on a le sentiment que la réconciliation là n'avance pas. Je dis, mais
Vous qui êtes loin, vous pouvez le dire. Mais moi, qui ai vécu 2002, moi qui ai vécu la crise post-électorale de 2010, moi qui ai entendu les Kalachnikov tonner, les roquettes tonner, je ne peux pas avoir le même regard que vous. Parce que maintenant, en Côte d'Ivoire, on peut dormir chez soi. On n'entend plus de roquettes. On n'entend plus de Kalachnikov. En Côte d'Ivoire, on peut circuler. Mais en Côte d'Ivoire, des chefs d'État viennent. En Côte d'Ivoire, même Hillary Clinton y a dormi. Ce n'était pas possible avant. En Côte d'Ivoire, les investisseurs ont commencé à revenir. En Côte d'Ivoire, tout reprend. L'espoir renaît. La grande Côte d'Ivoire est désormais en route. Cette Côte d'Ivoire où il fait bon vivre, cette Côte d'Ivoire qui faisait tant envie, et c'est celle-là que nous voulons bâtir aux côtés du président de la République, la Côte d'Ivoire de la modernité. C'est pourquoi l'Assemblée nationale s'est engagée dans la voie de la modernité. Et je pense que nous pourrons réussir tous ces paris. Chers amis de la diaspora, je vais conclure mon propos pour permettre, bien évidemment, l'ambassadeur a insisté, pour permettre à ceux qui voudraient poser des questions de le faire. C'est à Washington, il y a 1 an, rencontrant les Ivoiriens là-bas, ils m'ont posé la question spécifique de la diaspora. J'étais alors Premier ministre. Quand je suis rentré, j'ai pris un cabinet pour faire une étude sur la diaspora. L'étude m'a révélé des choses très intéressantes que je vais partager avec vous. L'étude m'a révélé que quand on prend la diaspora en tant qu'entité économique, mais c'est une ressource formidable, aussi bien comme le cacao, l'argent que ça peut produire pour le pays. L'étude m'a révélé que le Maroc, la diaspora marocaine contribuait à hauteur de 8% dans le taux de croissance du PIB. Le Sénégal, 6%. Le Mali, 5%. Mais la Côte d'Ivoire, 0,8%. Je me suis dit, mais est-ce que c'est parce que les Ivoiriens n'aiment pas leur pays ou c'est quoi? Mais en réalité, je me suis rendu compte que quand on s'intéresse à la diaspora s'intéresse à vous. Et l'étude a montré, si vous prenez le Maroc, il y a un ministère dédié aux Marocains de l'extérieur. Si vous prenez le Sénégal, il y a toujours un ministère dédié aux Sénégalais de l'étranger, ainsi de suite. Mais chez nous, ce ministère n'existait pas. C'était une sous-direction, je crois, au ministère des Affaires étrangères. Donc l'étude a montré qu'il fallait relever le niveau institutionnel, le cadre institutionnel qui devait s'occuper de la diaspora. Tout à l'heure, votre représentant a évoqué certaines questions qui rentrent pour moi parfaitement dans les attributions du ministère des Ivoiriens de l'extérieur. Ce sera à ce ministère de procéder au recensement des Ivoiriens, de les identifier, de classifier, de regarder avec eux les projets et de soumettre au gouvernement directement ce qui peut être fait pour la diaspora. Et je pense que beaucoup de choses peuvent être réalisées. Et je me réjouis fortement que le président de la République, avec qui j'avais échangé sur ces questions, puisque vous comprenez bien qu'il me faut faire des rapports après chaque mission, au dernier gouvernement,
avec le Premier ministre Kablan Duncan, ont décidé de vous montrer leur attachement à la diaspora. De montrer que désormais, la diaspora ivoirienne ne sera plus orpheline. Que désormais, la diaspora ivoirienne sera au cœur de la politique du gouvernement. Et je peux vous assurer que les doléances que vous faites là sont et existent pour que le ministère chargé des Ivoiriens de l'extérieur les analyse et y donne des solutions. En tant que président de l'Assemblée nationale, évidemment, je ne suis plus au gouvernement, mais je peux me permettre d'être votre avocat puisque le Premier ministre Kablan Duncan, que je connais très bien, le ministre des Affaires étrangères, le ministre Dibi qui arrive du reste aujourd'hui même à New York, avec qui évidemment je parlerai de ces questions, sont des amis à moi et nous pouvons échanger sur la question et nous pouvons les soutenir. D'accord. Madame Aka prend l'avion tout à l'heure, donc elle va se retirer. Je voudrais en votre nom à tous lui souhaiter bon voyage. Donc voici, chers amis de la diaspora, monsieur l'ambassadeur, monsieur le chargé d'affaires, monsieur le président, chers amis, le message que je voulais vous porter et terminer en vous remerciant d'avoir fait nombreux le déplacement et surtout d'avoir été patient pour nous écouter, mais surtout aussi de faire votre l'engagement de bâtir la réconciliation. Parce que la Côte d'Ivoire, nous sommes tellement mixés. Il faut que, hier, j'ai demandé à l'ambassadeur, devant les sénateurs, pour bien montrer aux sénateurs Perkins et Kevin Parker, qu'il n'y avait pas de différence, on ne savait même plus de quelle région chacun venait. J'ai demandé à l'ambassadeur d'où venait son épouse, il m'a dit d'Assini. J'ai dit, mais lui-même, il vient d'où? Il m'a dit du centre. J'ai dit, bon, voilà, c'est ça la Côte d'Ivoire. Pour dire aux sénateurs que la Côte d'Ivoire, nous sommes mixés. Nous avons appris à vivre ensemble et nous allons continuer de vivre ensemble. Merci de m'avoir accueilli. Merci pour votre attention. Merci. On va applaudir. Merci. La famille de son excellence est avec nous pour comprendre davantage ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Juste le temps de permettre à son excellence de souffler un peu, nous allons appeler un de nos jeunes frères ici à Lyon qui fait la musique. Pendant ce temps, la liste des intervenants sera faite. Mesdames et messieurs, chers amis, merci pour les questions et surtout la courtoisie qui a prévalu lors de la séance de questions. La première question est de M. Vassendou Koulibaly, mais en réalité ce n'est pas une question. Il a souhaité que j'apporte une assistance à un projet. Mes services rentreront en contact avec lui et verront ce qu'il y a lieu de faire. Ça, c'est pour M. Vassendou Koulibaly. M. Zemon, c'est bien ça? Voilà. M. Zemon, mon ami de Port-Boué, m'a-t-il dit que nous étions à Port-Boué. C'est vrai, quand j'étais étudiant, ma première chambre, c'était à la résidence de Port-Boué 3.
Ensuite, j'ai été à la cité universitaire de Vridi. Et c'est sûr que cette commune-là m'est vraiment connue et m'est aussi chère. Alors, vous avez parlé de la question de la réconciliation. Vous avez dit, comment est-il possible que mon discours sur la réconciliation soit crédible quand en Côte d'Ivoire, on assiste à la justice des vainqueurs? Bon, j'entends ce mot-là, justice des vainqueurs, mais honnêtement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Parce que je ne sais pas s'il y a une justice des vaincus. Maintenant, si dans un État, s'il y a dans un pays où on a appliqué la justice des vaincus, donnez-moi le nom, je vais aller là-bas pour apprendre comment on applique la justice des vaincus. Mais ce que je veux dire, au-delà de l'anecdote, parce que c'est caricatural ce qui est dit, au-delà de la caricature, je vais vous dire que quand on veut justement le dialogue direct, quand on veut la paix, quand on veut la réconciliation, l'obligation est partagée. Oui, même quand on est chrétien comme je le suis, quand on veut le pardon, quand on veut la grâce, on va d'abord devant le prêtre. On se met à genoux, on fait la concession, la confession, et on demande pardon. Le prêtre vous écoute, faire votre confession, et quand il a fini de vous écouter, au nom de Dieu, il vous absout et vous accorde le pardon. Mais on ne peut pas non plus, en Côte d'Ivoire, vouloir la justice des vaincus et puis tenir le verre au haut. Quand on veut le pardon, quand on veut la grâce, il y a un comportement à avoir. Si quand on veut la réconciliation, parce que très peu de personnes ici, dans cette salle, m'apprendront l'opposition. J'ai été dans l'opposition. J'ai souffert dans l'opposition. Je suis allé en prison. J'ai eu des pistolets sur ma tempe. J'ai été emprisonné pendant des mois et des mois au secret à la DST. Donc, très peu peuvent me dire ce que c'est que l'opposition est un pays qui vit sans opposition. J'ai fait l'opposition, on est venu au pouvoir. Vous qui parliez, vous allez faire l'expérience de l'opposition maintenant. Et maintenant, l'expérience de cette opposition que vous allez faire, si vous savez gérer l'opposition, mais vous allez réussir. J'ai dit à certains responsables du FPI que si j'étais à la direction du FPI, aujourd'hui tous ceux qui sont arrêtés seraient libérés parce qu'il s'agit de savoir s'y prendre. Pourquoi moi, qui étais à Bouaké, avec peu de moyens, peu de capacités, ai-je pu? Parce qu'au début du 19 septembre 2002, qu'est-ce qu'on ne disait pas? On disait, ah oui, la rébellion, ce sont des mécaniciens, des menuisiers, dirigés par un étudiant qui n'a pas fini ses études. Nous avons transformé cette rébellion en force et en mouvement politique. Mais on ne s'est pas arrêté là. On l'a transformé en force de gouvernement. On ne s'est pas arrêté là. On l'a transformé en force. Moi, je suis totalement d'accord que de toute façon, la réconciliation s'impose en Côte d'Ivoire. De toute façon, il faudra qu'un jour ou l'autre,
il y ait une grâce en Côte d'Ivoire. Mais tant que vous n'aurez pas adopté le chemin qu'il faut emprunter pour aller à la grâce, vous ne l'y rencontrerez pas. Pour aller à la grâce, mais il faut intégrer la dynamique politique. Si le FPI avait accepté de rentrer au gouvernement, s'ils avaient accepté d'aller aux élections législatives, s'ils avaient accepté d'intégrer le dialogue politique pour la réconciliation, on n'en serait pas là. Si moi, en 2007, j'avais refusé le dialogue direct, on ne serait pas assis là. Si moi, j'avais dit préalable, avant qu'on discute, il faut qu'on libère tous ceux qui sont en prison à la Maca, je ne serais jamais allé au dialogue direct. Parce que j'avais des gens qui étaient en prison. Mon chef de sécurité était en prison à Abidjan. Pour aller au dialogue, je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut être courageux. Parce que certains ne veulent pas emprunter ce chemin parce qu'on va dire « Ah, Gbagbo est à la haie et puis vous partez rentrer dans le gouvernement, c'est que vous avez trahi. » On peut rentrer dans le gouvernement, discuter, entrer, faire les élections législatives, intégrer le processus politique. C'est ça qui va apaiser la Côte d'Ivoire. C'est ça même qui va nous permettre ensemble de chercher les voies et moyens de la vraie réconciliation. Mais comme on a peur de dire qu'on a trahi, donc on dit non, non, celui qui au FPI se lève un jour pour dire, bon, courageusement, nous sommes un parti politique. Et un parti politique, c'est d'intégrer la vie politique nationale. C'est vrai, on a des amis, on a des amis, on a notre leader qui est en prison, mais nous continuons la marche parce que nous continuons de garder l'espoir qu'un jour il sera libéré. S'ils ont le courage de le dire, d'aller de l'avant, les choses vont se détendre. Mais de toute façon, n'oubliez pas que le président de la République lui-même l'a dit, la justice ira jusqu'à son terme. Tant que la justice n'est pas allée à son terme, le président ne peut pas avoir l'initiative de la loi d'amnistie. Il ne peut pas gracier. Et je ne suis pas en train d'inventer quelque chose. En 92, là, 93, nous on était en prison. Il y a eu une loi d'amnistie, déjà pour Gbagbo à l'époque. Mais la justice était allée à son terme. Et le président a pu avoir l'initiative. Donc, moi, je dis aux Ivoiriens que la réconciliation est possible. Autant le pouvoir que nous constituons aujourd'hui, nous avons l'obligation et l'impératif de faire la réconciliation, autant ceux qui sont dans l'opposition doivent montrer beaucoup de responsabilité. Doivent montrer beaucoup de responsabilité à venir à cette réconciliation. Et c'est comme ça qu'elle sera vraie en Côte d'Ivoire. En tout cas, c'est ce que j'ai expérimenté quand j'étais à Bouaké avec le dialogue direct. J'ai bravé tout, je me suis levé, je n'ai pas posé de préalable, je n'ai pas dit libérer tant, je n'ai pas dit donnez-moi ça, je suis venu au dialogue direct, mes partisans étaient contre, ils ont même, comment on appelle ça, montré leur opposition, certains ont même tiré sur mon avion, d'autres m'ont attaqué. Si j'étais mort ce jour-là, on aurait dit oui, c'est parce que Guillaume était en train de trahir qu'il a été tué dans son avion. Et mes enfants, de génération en génération, auraient été vus comme des traîtres. Mais Dieu merci, je suis vivant. Mais pour faire la réconciliation, il faut être courageux. Il faut accepter de prendre de tels coups et d'avancer. Et c'est au prix de cet engagement qu'on fait la réconciliation. Donc moi,
Je dis que la justice des vainqueurs, c'est un slogan. La justice des vaincus, montrez-la moi. Et puis la grâce, elle est possible. La loi d'amnistie, elle est possible, pourvu que chacun y mette du sien. Alors, M. Nda Pascal, je crois qu'il dit que son frère est en exil. Je crois que j'ai résolu son problème. Son frère rentrera avec moi à Abidjan. Donc s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous sommes en démocratie et la démocratie veut que, comme j'ai montré autant de patience, d'amitié et de fraternité à vous écouter sans vous interrompre, il faut que ce soit réciproque. Et comme ce n'est pas non plus une fois, quand vous avez posé votre question, même si vous n'êtes pas d'accord avec ma réponse, vous en prenez acte et vous me donnez acte de ma réponse. Donc, je ne vous donnerai pas la parole maintenant. Je passe à M. Nda Pascal. M. Nda Pascal a dit que d'autres sont en exil. Moi aussi, j'ai été en exil. C'est-à-dire, la difficulté à moi, c'est que j'ai vécu tout ça. Donc, j'ai vécu l'exil, j'ai vécu l'opposition, j'ai vécu la prison, que sais-je encore. Donc, ceux qui sont en exil, qu'ils rentrent au pays. Il y a de grands noms d'exilés qui sont rentrés au pays. Quand j'étais encore Premier ministre de la Défense, je suis allé moi-même au Ghana. J'ai envoyé le ministre délégué Kofi Paul au Ghana pour discuter avec les militaires. Un pouvoir, un régime là, il craint qui plus que qui? Il craint d'abord les militaires. Mais on est allé au Ghana. Qui sont ceux que nous avons fait rentrer en Côte d'Ivoire? Le colonel Boniface, qui pourtant est réputé étant un soldat intrépide, valeureux, que je respecte et que j'aime beaucoup. On aurait pu avoir peur de dire que si Boniface rentre, ce serait un danger pour nous. Boniface, il est rentré. Est-ce que vous avez entendu un seul jour qu'un cheveu du colonel Boniface Conan a été touché? Mais arrêtons. Le général Mangou Philippe, avec qui nous avons échangé des mots vifs pendant la crise, qui ne s'en souvient pas? Mais le général Mangou Philippe, on en a fait un ambassadeur. Donc, quand même, mettons un peu de bonne foi là-dedans. Le général Kassaraté Tiapé, que je connais, j'ai fait l'opposition avec le général Kassaraté Tiapé, je l'ai dit à ce micro, écrivez-le. Quand j'étais à la tête de la FESI, lui et moi, nous avions des cachettes à Yopougon où nous dormions, le général Kassaraté Tiapé Edouard, à la tête de la gendarmerie. Nous en avons fait un ambassadeur. Donc pourquoi d'autres vont dire qu'ils ont peur de rentrer? Des hommes en plus des civils. C'est-à-dire ceux-là, les militaires que je viens de citer. Et je peux encore en citer. Comment on appelle celui qui est rentré, qui était sous-préfet, ancien sous-préfet, j'oublie son... Oulaï de la... Voilà. Ils sont rentrés, nous sommes allés les chercher, Zouin Honoré, tout cela, nous les avons fait rentrer. Vous avez entendu qu'ils ont été jugés? Quand même. Mais mieux, le général Djebi Point, j'étais ministre de la Défense. J'étais en voyage justement quand le procureur a interpellé Djebi Point pour l'envoyer à la Maca.
Quand je suis rentré à Abidjan, j'ai appelé le ministre de la Justice. J'ai dit, Djebi Point est un officier général, je suis ministre de la Défense, vous ne pouvez pas le mettre à la Maka, je demande que vous le sortiez de la Maka. Tout est là. Et je dis ça, écrivez Djebi Point, celui qui a son numéro, qui l'appelle. On a libéré Djebi Point, il est à Abidjan. Enfin, on me dira et on m'enseignera peu de choses sur ces choses-là. Sur les militaires, on les a libérés. Celui qui a fui après pour aller au Ghana, comment on l'appelle? Abei. Abei est venu à mon bureau. Abei, il est de ma promotion. J'ai dit à Abei, vraiment, nous là, on n'est pas, il n'y a aucun problème. Va à Agban, reste là-bas avec tes hommes. Après, il a fui, il est allé au Ghana. J'ai dit, bon, tu vas te créer des problèmes toi-même. Parce que l'exil, là, les premiers jours, on est content, hein, c'est, voilà, on se... Quelques semaines après, quand il faut envoyer les enfants à l'école, payer 2 maisons, une en Côte d'Ivoire, une de l'autre côté, ça devient dur. Il serait resté à Agban, on l'aurait affecté dans une unité ou autre chose. Lui-même, il s'est mis dans sa tête qu'on veut le tuer alors que tu es venu dans mon bureau. Je t'attrape dans mon bureau là. Venu dans mon bureau. Je fais quoi? Tu es venu là, il y avait Bani, il y avait moi. Je dis attrapez-le, on l'attrape. Je lui ai dit vas-y. Il allait se mettre dans des trucs inutiles. Je dis encore à ce micro, aux exilés, de rentrer. Si tu ne te reproches rien, pourquoi tu vas aller t'exiler, avoir faim tous les jours? Mais vraiment. Et ils n'ont pas le droit d'infliger autant de souffrance à leurs enfants, à leurs femmes, à leurs familles. Rentrez. Aujourd'hui, là, le monde a changé. Il y a Internet, il y a Twitter. On ne peut rien faire à quelqu'un qui le rentre. S'il ne se reproche rien, qu'il le rentre. Maintenant, s'il se reproche quelque chose, qu'il le dise. Et en ce moment-là, quand on nous saisisse, on va voir comment on discute, on négocie. Tel que c'était que je parte de la primature, n'était pas aisé pour lui. Je suis allé lui dire, Monsieur le Président, vous avez un engagement électoral. Il y a des choses que je ne peux pas dire pour le moment. Je les écrirai dans un livre. J'ai dit, Monsieur le Président, je m'en vais. Et dans la salle du Conseil des ministres, le président était assis. Je lui ai dit, Monsieur le Président, dans la vie d'un homme, il y a des moments où il faut décider. Et j'ai décidé de vous rendre ma démission. Mais ce n'est pas pour autant que je pars, que je ne ressens pas le poids de ce départ, parce que vous me manquerez, parce que le gouvernement me manquera. Mais Monsieur le Président, la nation est au-dessus de tout ça. C'est pas ça à la télévision, on n'avait pas vu. Donc, vous me faites redire ce que j'ai déjà dit. Donc, c'est pour vous dire que c'est vrai, il faut même pas que dans votre esprit ne vous traverse un sentiment d'ingratitude ou de... Non, non. Pour le moment, c'est chaud. Quand le président va finir avec la chaleur, là, il vous accordera le temps qu'il doit vous accorder. Je suis convaincu parce que c'est un homme de parole. Donc, il faut que vous continuiez de garder votre sérénité. Il faut que vous continuiez de vous mobiliser. Et je voudrais, pour conclure, puisqu'il est tard, Monsieur l'ambassadeur, et que nous sommes tenus par le temps, le sénateur Perkins est là. J'espère qu'il aura retenu quelques mots d'anglais, non, de français. C'est moi qui n'ai pas retenu l'anglais, puisque on n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui en anglais. Je voudrais, l'Amérique, venu nous écouter,
vous dire toute ma gratitude. Vous remercier très sincèrement. Je voudrais saluer particulièrement M. Nda Pascal, M. Zemon, qui ont eu le courage d'exprimer leur position. Je l'apprécie pour la simple raison que c'est dans le débat contradictoire que jaillit le compromis. J'espère avoir donné des réponses qui peuvent aiguiser la réflexion qu'ils continueront de mener. Parce qu'une réflexion, elle se poursuit toujours. La vérité, en réalité, est relative. Personne ne détient la vérité absolue. Donc, je ne peux pas dire que j'ai eu raison de donner la réponse que j'ai donnée. Je ne peux pas dire non plus qu'il a eu tort de penser ou de poser la question telle qu'il l'a posée. Mais nous sommes à la recherche de solutions. Personne ne viendra nous donner la solution pour la Côte d'Ivoire. C'est nous-mêmes qui allons trouver la solution. C'est nous-mêmes qui allons faire notre propre réconciliation par nous-mêmes. Mais autant je veux qu'on gracie des coupables, autant je veux qu'on prenne une minute pour réfléchir à tous ceux qui sont morts, à toutes ces familles désespérées qui, quelquefois, ont perdu dans cette situation absurde leur fils unique. Si on prend cette seconde pour se mettre à la place de celui qui a perdu son frère, si on prend une seconde pour se mettre à la place de l'épouse du colonel Dosso qui a été idiotement abattu, si on prend une seconde pour se mettre à la place des familles qui ont vu, non pas qu'on leur a dit, mais qui ont vu sur Internet leurs enfants être jetés dans le feu pour être brûlés. Quand on se met une seconde à la place de ces familles, on finit par se demander le sens réel de la réconciliation. Quand on se met à la place du mari de ces femmes qui ont été tuées à Bobo, on se demande le sens de la réconciliation. Mais la réconciliation, c'est le dépassement de soi. Autant M. Zemon que moi, nous devons transcender pour nous retrouver en Europe, la France et l'Allemagne, à plusieurs reprises, dans 2 guerres mondiales, mais dans 2 autres petites guerres, se sont affrontés, tués, entretués. Aujourd'hui, on a des relations. Pourquoi vais-je aussi loin pour trouver l'exemple? Mais l'exemple, c'est en Afrique de l'Ouest. Le Burkina et le Mali ont fait la guerre. Mais après, on fait la paix. Je m'appelle Marcel Goli, oui. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu aujourd'hui de cette rencontre? Alors, bonsoir. J'ai retenu que la soirée d'aujourd'hui s'était basée sur la réconciliation et que chacun devrait faire sa part de coordonner, en fait, voilà, jouer sa partition pour que la réconciliation puisse réussir. Et puis aussi, je pense que son Excellence, M. Soro Guillaume aussi est venu pour nous saluer, nous les Ivoiriens de la diaspora, surtout de New York. Et c'est une bonne chose parce que c'est la première fois qu'on reçoit une personnalité comme ça ici. Bon, mis à part qu'on a reçu une première fois Monsieur le Président, mais avec M. Soro Guillaume dans une belle salle comme ça, c'était vraiment bien. Merci. Alors si aujourd'hui il est question à la diaspora de retourner en Côte d'Ivoire pour aller investir, est-ce que vous êtes prête à retourner aujourd'hui? Oui, pourquoi pas, puisque M. Soro Guillaume lui-même, il a dit, il tend de la main, ils ont créé un ministère particulièrement pour les Ivoiriens en Hexagone, donc je pense que c'est une bonne chose d'aller investir, si c'est sans risque, pourquoi ne pas faire ce geste-là pour que notre pays puisse évoluer? Alors je reçois le grand producteur, journaliste de Radio Mandé International. Alors vous avez suivi Soro Guillaume, 2 heures, 3 heures d'horloge, hein. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu de cette rencontre?
Alors, merci, chers collègues. Merci, chers collègues Toch. C'était bien, nous avons appris beaucoup de choses depuis la rébellion jusqu'à aujourd'hui. Ce qui compte faire pour le pays, ce qui est fait pour le pays, et surtout, bon, ce qu'on attend, la diaspora attend du gouvernement actuel et de l'Assemblée. Parce que c'est eux les hommes de loi. Bon, je pense qu'ils peuvent appuyer nos doléances, qui est que bon, dans les autres pays, la diaspora a une place très importante. Et alors qu'en Côte d'Ivoire, bon, nous sommes un peu délaissés. Alors compte tenu du fait que, bon, il y a un qui l'a souligné, la diaspora a vraiment lutté pour la démocratie dans ce pays. Et je crois bien que, bon, avec la cession au pouvoir du professeur du président Alassane Dramane Ouattara, alors je pense très bien que on doit quand même faire un petit signe, sinon avoir un ministre des Ivoiriens de l'extérieur, pour qu'on puisse vraiment lui exprimer nos inquiétudes et nos doléances. Voilà, merci bien. Merci. Alors vous appelez, dites-nous, qu'est-ce que vous avez, vous êtes aujourd'hui venu écouter ce Rhodium. Alors qu'est-ce que vous avez retenu de ces rencontres? D'abord je me présente, je suis Fatih Meïté. C'est un plaisir pour moi d'avoir participé à la rencontre de tous les Ivoiriens avec le président de l'Assemblée nationale, M. Soro Guillaume. Moi je l'ai entendu plusieurs fois, mais j'ai été très impressionné par ses propos. C'est un jeune cadre de la Côte d'Ivoire qui nous montre que aujourd'hui, avec toutes les difficultés en Côte d'Ivoire, nous pouvons encore compter sur le gouvernement. D'accord, merci bien. Vous êtes venu voir ce Rhodium, qu'est-ce qui vous a réellement marqué? Est-ce qu'on peut avoir vos impressions? Ok, je me présente d'abord. Ça va? Ok, je me présente d'abord. Ok, moi c'est Lamine Sissé. Bon, je suis le responsable de la mobilisation. Franchement, la rencontre a été beaucoup bien, puisque le message que ce Rhodium a lancé, c'est un message de réconciliation, de paix, de fraternité entre les Ivoiriens. Bon, c'est ce que j'ai ressenti dans la rencontre. Alors, merci bien. Voilà, merci. Cette grande salle, près de 1000 personnes, se vide enfin. Il n'y a presque plus personne. Les décibels se sont donc rabaissés. Alors, vous avez vu aujourd'hui l'arrivée de ce Rhodium qui a été vivement accueilli par les Ivoiriens venus de partout, des 52 États. Et le président de l'UNI, Karamoko Fofana, s'est adressé donc à ce Rhodium. Il a posé des doléances pour une diaspora forte et dynamique. L'ambassadeur à son tour, très ému, s'est adressé à ce Rhodium. Il attendait vraiment l'arrivée de cette forte personnalité. Et ce Rhodium a pris donc la parole, très calme, serein. Il s'adressait, comme vous le savez, à l'audience, aux Ivoiriens. Très charismatique, il a une forte personnalité. Parce que ce Rhodium parle, tout le monde l'écoutait et restait accroché à ce qu'il disait. Et le public était par moments distrait lorsqu'il parlait par exemple de son entrée à la CENI, c'est pour parler avec Laurent Gbagbo, son entrée à la CENI, ses rencontres avec Beki. Le public se laissait simplement exploser de rire et il réussissait à les ramener à ses pieds afin qu'il les écoute. Et ce Rhodium a parlé, il a donc présenté ses membres et il a dit qu'il est très heureux d'être aujourd'hui à la tête de l'Assemblée nationale. Il veut faire de l'Assemblée nationale une assemblée moderne qui se démarque un peu des précédentes assemblées nationales. Il était très fier d'être là. Il a présenté les députés qui l'ont accompagné. Et ensuite, il a parlé de la diaspora ivoirienne. Il s'est réjoui donc de la création du ministère de l'intégration africaine et de la diaspora, qui désormais pourra prêter une oreille attentive à la diaspora et à leurs doléances. Il a parlé de la paix et de la réconciliation. Et s'ils sont venus au pouvoir, ce n'est pas parce qu'ils veulent le pouvoir, mais c'est parce qu'ils voudraient une Côte d'Ivoire libre, où les Ivoiriens pourront jouir d'une certaine liberté, dans la paix et dans le respect. Alors, beaucoup de choses donc ont été dites aujourd'hui.
des questions sur la réconciliation. Il est revenu là-dessus. Je pense que l'Ivoirien lambda a été très satisfait aujourd'hui de l'arrivée de Sorogum et tout s'est très bien passé. 3 heures de loge. Sorogum s'est adressé donc à l'audience et je vous remercie d'être avec nous. Karim Tosh, Africa TV USA, le correspondant.